Pour Crêperie Jarnou, Pascal Novak pour Terea, Jean-Christophe Huillier pour la coopérative U. Enchanté. Oui, d'accord. Allez, il me manque. Donc Jean-Christophe Huillier, hein, c'est bien, vous êtes là? Parfait. Marie-Colette Albou, elle arrive. Mohamed Belmaza pour Marmiton, s'il vous plaît. Mohamed, j'ai besoin de vous là ici. Et Gaël Lefloche pour Cantar. Madame Lefloche, bonjour. De Floch, pardon, autant pour moi. Très bien. Donc j'ai tout le monde. Marie-Colette Albou. Direct sur LinkedIn aussi, donc on va commencer le direct. Non, on la refait pas en fait. Voilà. On peut passer au direct quand vous voulez. Vous êtes déjà sur LinkedIn, les amis? Bonjour, on va passer au direct. Bon, on y est déjà, à vrai dire. Bonjour. Bonjour les amis, merci de nous rejoindre pour ce direct ici même. Alors des sujets, vous l'avez vu, autour de cette table ronde, carré, même rectangle, hein, on peut le dire. Hein. J'ai eu la remarque qui m'a été faite plusieurs fois. Le sujet d'aujourd'hui, c'est dans quelle mesure les marques en grande distribution peuvent doper leurs engagements sociétaux, santé, climat, biodiversité et plaisir. Autour de cette table, je vais avoir avec moi Nathalie Kerouas, qui est présidente de Bleu Blanc Cœur. J'aurai également le plaisir d'avoir Marie-Colette Albou, professionnelle de santé, que l'on a vu notamment dimanche pour l'ouverture de la communauté des enfants. Nous aurons le plaisir d'avoir ici même
Pascal Novak pour Terea. Nous avons également la présence de Jean-Christophe Hullier pour la coopérative U, Hervé Corbin pour la crêperie Jarnou, Gaël Lefoc pour Cantar, et puis bien sûr Thierry Villégier pour la maison La Nouvelle... Terrena, pardon, autant pour moi, pour Terrena. On était tout à l'heure ensemble avec la nouvelle agriculture et tout, bon, ça marche aussi de toute façon. La première question eh bien, va être pour Gaël Lefoc. On va vous passer la parole. Quelles sont aujourd'hui les principales attentes justement des consommateurs en matière de durabilité? Alors, réexpliquez-nous un petit peu ce qu'est Kantar au préalable. Ah oui, alors Kantar World Panel, c'est un institut d'études qui mesure la consommation des Français, voilà, leur consommation de produits alimentaires notamment. Tout à fait. On vous invite à bien mettre le micro près de la bouche. Voilà. Ça va mieux comme ça? Tout à fait. Voilà. Vous voulez que je répète ou c'est bon? Vous avez entendu? C'est bon, je pense qu'on l'a entendu. Ok, très bien. Et alors maintenant, pour répondre à votre question sur la durabilité, les attentes des consommateurs, quand on les interroge en fait sur tout secteur confondu, ils vont nous dire d'abord que c'est lutter contre le gaspillage. Et c'est plutôt bien parce qu'il y a 30 kilos qui sont jetés d'alimentation par an, par ménage, donc c'est énorme. Et puis en deux, ça va être acheter des produits locaux. On a vu que les différentes crises successives en fait, ont à chaque fois remis la question de la souveraineté alimentaire sur la table. Et donc, il y a un vrai plébiscite des consommateurs pour le local, pour le Made in France. Et en trois, seulement en trois, ça va être vraiment des préoccupations autour de l'environnement. Parce que dans la tête des gens, c'est perçu comme des problèmes à venir, dans le futur, qui ne les touchent pas au quotidien et ou alors dans des régions lointaines. Et surtout, il n'y a pas de lien direct avec leur consommation et leurs actes d'achat au présent. Voilà. Et alors, si on resserre les taux sur leurs attentes par rapport à leur alimentation, ça va être en une préoccupation santé. Donc on le voit bien, avant d'être altruistes, les consommateurs, en fait, ils sont vraiment dans une recherche de bénéfices tangibles pour eux, pour leur santé ou pour des actions proches d'eux, d'où la recherche également donc, de produits locaux. Et puis donc en trois, ça va être des préoccupations autour de l'environnement qui arrivent assez loin derrière, qui risquent de prendre de l'ampleur compte tenu des crises successives, évidemment avec des événements à répétition, de sécheresse, d'inondations, etc. Et on voit d'ailleurs que la préoccupation autour de l'eau est en train de progresser. La préoccupation autour des emballages aussi, hein, qui préoccupe près de 70% des consommateurs. Et là où on a quelque chose de moins bien connu, de moins perçu, qui n'interroge pas aujourd'hui les consommateurs, c'est le problème autour de la biodiversité. Voilà. Et puis, il y a un point moi, qui m'étonne toujours, c'est qu'ils sont très peu nombreux à répondre qu'ils ont une préoccupation autour de l'impact carbone. C'est quelque chose qui est de très technique, abstrait et qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Voilà, si je devais faire un petit tour de la question pour faire un peu bref. Du coup, merci beaucoup. Et sur ces préoccupations du consommateur, là, c'est des préoccupations. Est-ce qu'on a pu mesurer la disposition à payer? Et pour ces différents sujets, comment le consommateur se comporte par rapport à ça? Oui, c'est une très bonne question, parce qu'on va dire que tout ce qui tourne autour de la qualité, du bien manger, de produits durables, etc., c'est perçu comme un prérequis. Donc c'est un prérequis, c'est un bonus, on va dire, mais il y a très peu de consentement à payer plus cher un produit pourtant qui peut afficher un label ou autre. L'exception, c'est justement les produits locaux ou les labels qui affichent une proximité avec le local et le Made in France, qui bénéficient d'un consentement à payer un petit peu plus cher, à condition que ce soit quelques centimes de plus. On le voit par exemple avec une marque comme C'est qui le patron, on a une acceptation à payer quelques centimes de plus parce qu'on comprend exactement le cahier des charges et où vont ces quelques centimes supplémentaires qu'on a accepté de payer. Mais il y a effectivement des injonctions contradictoires qui sont très difficiles à gérer pour les industriels et les distributeurs parce que le consommateur veut des produits de qualité, il veut du produit local, mais sans forcément accepter de payer plus cher. Ça fait certainement partie des freins également concernant les comportements durables. Vous voyez d'autres freins également ?
Oui, alors c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'ils veulent s'engager, et il y en a à hauteur de 60%, mais seulement 44% qui disent qu'ils agissent vraiment de façon cohérente avec leurs intentions de consommer durable, ce qu'on appelle le green gap. Et donc c'est vraiment l'écart entre les intentions affichées et les vrais comportements d'achat avérés qu'on mesure dans nos études. Et pourquoi? Parce qu'il y a des freins. Donc j'ai évoqué le prix, qui est vraiment le premier frein évoqué. Le deuxième, c'est parce que c'est pas pratique, ça prend du temps, on a un petit peu la flemme, on est ancré aussi dans des habitudes d'achat, dans des routines d'usage. Donc on n'a pas envie de changer ses habitudes. Et je dirais que l'exemple le plus probant, selon moi, c'est vraiment les déclarations des consommateurs à vouloir consommer moins de viande. La moitié des Français se disent flexitariens. Ils veulent consommer moins de viande. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a encore un plat sur deux qui est composé de protéines animales, que les dépenses dans le budget annuel d'un ménage français sont consacrées à hauteur de 40% à des protéines animales, si on ajoute les produits laitiers, alors que les fruits et légumes, ça ne représente que 15%. Et puis, les produits durables, c'est aussi considéré par certains comme quelque chose qui ne les concerne pas. C'est une question dont se sont emparés une partie de la population, une élite, mais qui ne les concerne pas eux directement. Et puis, ils ne s'en sentent pas forcément responsables non plus. C'est-à-dire qu'en France, plus que dans d'autres pays d'Europe, on a tendance à déléguer la responsabilité de sa consommation plus responsable, en un, sur les industriels, en deux, sur l'État, les règlements, les sanctions, etc. En trois, quand même, les consommateurs se disent « Oui, ok, j'ai ma part à jouer, mais c'est en baisse de 10 points. » Et de plus en plus, ils délèguent cette responsabilité sur les grandes enseignes de la distribution. Voilà. Donc ça aussi, ça joue énormément, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas moteurs de la durabilité. Ils ne pensent pas que les changements de comportement pourront avoir un impact positif finalement sur l'environnement, par exemple. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a une perte de confiance envers la grande distribution ou envers les industriels, dont ils pensent que les actions dites environnementales sont un peu du greenwashing, on va dire, et que finalement, les entreprises se préoccupent plus du profit que de l'environnement. Donc, cette perte de confiance aussi fait que on ne se sent pas acteur et on ne se sent pas vraiment le désir d'aller au bout de ses intentions et d'avoir un comportement vraiment vertueux. Voilà. Alors, une grande question, qu'en est-il de la démarche Bleu Blanc Cœur auprès des consommateurs ? Alors ça, c'est très intéressant parce que pour vraiment mesurer les bénéfices tangibles, on va dire, par rapport à leur santé, les consommateurs, effectivement, sont une des attentes les plus fortes du moment, c'est la transparence. Avoir de l'information, de la pédagogie, parce qu'ils sont submergés de labels, d'informations, etc. Donc en fait, aujourd'hui, ils sont un peu noyés dans tout ça. Donc ils ont besoin qu'on les décharge un petit peu de cette charge mentale, ils ont besoin d'y voir clair. Et on a les mentions qui sont les plus connues et les plus facilement comprises par les consommateurs, parce que c'est des produits sans, c'est simple à comprendre, par exemple. Ensuite, les labels, ensuite les scores. L'exception étant le Nutri-Score qui est connu par 97% des Français. Et puis, on a quelques labels qui émergent parce qu'ils ont un taux de notoriété qui progresse de 2-3 points chaque année. C'est le cas du label Bleu Blanc Cœur et dont la clarté, la compréhension également augmente. Donc le label Bleu Blanc Cœur, il est associé dans la tête des gens au groupe, au pôle des labels qui sont associés au Made in France et aux produits locaux. Donc je dirais que s'il y a quelque chose à travailler dans la communication par ce label, c'est de bien montrer les différentes promesses en fait, de ce label. Parce que c'est le fait de bien comprendre les promesses d'un label qui fait qu'on gagne en clarté et qu'on gagne en confiance, auprès des consommateurs. Donc la dimension, on va dire, associée à la santé est un petit peu moins perçue par les consommateurs sur ce label Bleu Blanc Cœur. Et c'est pour ça que je trouve que la communication qui avait été faite il y a quelques temps autour de en achetant Bleu Blanc Cœur, je me souviens plus du libellé exact, mais il y avait une association entre le fait de l'engagement des agriculteurs et le fait que ça se répercutait dans l'assiette du consommateur et donc sur sa santé. Et je trouve que cette association-là, en termes de communication, elle est particulièrement bien vue, pour gagner en clarté.
Merci beaucoup, hein, merci pour cette introduction. Donc, forcément, j'ai envie de donner la parole à Marie-Colette, qui est professionnelle de la santé du réseau Bleu Blanc Cœur. Est-ce que tu peux nous dire, au niveau du collectif des professionnels de la santé, combien vous êtes et quelle est cette mission et comment tu peux réagir sur le rôle de la grande distribution comme acteur de prévention santé? Alors oui, en effet, je suis diététicienne nutritionniste. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux dans la collectivité Bleu Blanc Cœur, et c'est pour une bonne raison. C'est parce que, comme le disait Madame Le Floch, il y a une réelle démarche en fait d'informer et d'agir de la fourche à la fourchette en fait. Et donc il y a ce côté prise en considération en fait de l'impact et sur l'environnement et sur la vie des producteurs et sur la santé des consommateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort et sur lequel Bleu Blanc Cœur communique très bien et apporte de réelles opportunités, de réelles solutions avec une alimentation des animaux qui va être enrichie en oméga 3, notamment avec les graines de lin. Et ça, c'est quelque chose qui apporte un plus et pour la santé des consommateurs et pour la santé des animaux. Et donc, ce qui me fait rebondir sur les remarques de Madame Le Floch, c'est premièrement, je pense que la question de la transparence, c'est un vrai sujet. Parce que c'est vrai, comme vous le disiez, il y a une vraie infobésité, il y a énormément d'informations. Et donc, du coup, le consommateur est un peu perdu sur comment choisir ses aliments. Parfois, il pêche en voulant bien faire. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu le rôle à la fois des grandes enseignes, mais aussi de toute la chaîne, en fait, parce qu'on est plusieurs acteurs en amont de la consommation. Et donc, c'est peut-être à nous de donner un maximum d'informations et pour rassurer le consommateur et pour le guider, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de s'y retrouver. L'autre chose, au-delà de la transparence, c'est la traçabilité. Et c'est vrai que là-dessus, avec son cahier des charges, Bleu Blanc Cœur agit énormément. Et donc, je pense que c'est un point très important, surtout que de plus en plus, comme vous le disiez, la question de la confiance est importante. Donc, agir sur la traçabilité, c'est important. Et l'autre chose, c'est l'accessibilité. Parce que vous le disiez, Madame Le Floch, en fait, avoir des produits qui sont à un prix intéressant, c'est aussi très important. Mais il faut se rappeler que la santé, c'est aussi un investissement. Donc, parfois, dépenser un peu plus, c'est financer une filière qui fait des efforts pour que notre santé soit meilleure. Et donc, ça vaut le coup d'investir dans une marque, dans une démarche et d'encourager ce chemin-là. Voilà. Et puis c'est vrai que j'ai envie de réagir par rapport, merci Marie-Colette, j'ai envie de réagir par rapport à ce que vous avez dit, la dimension santé de Bleu Blanc Cœur, c'est la promesse première de la démarche Bleu Blanc Cœur. Et on a une actualité forte avec l'arrivée d'une des résultats d'une nouvelle étude clinique sur justement des mamans qui étaient enceintes et qui avaient pour projet d'allaiter, qui ont consommé le menu Bleu Blanc Cœur, qui est un menu de produits du commerce, parce que je vais passer la parole à Jean-Christophe Lullier de Coopérative U. C'est vous qui avez fourni les produits du quotidien qui ont servi à cette étude clinique et qui va être valorisée sur l'année 2025. Les résultats sont très probants. Je ne sais pas, Marie-Colette, tu en as connaissance, tu veux en dire un mot sur ton impression ? Alors, en effet, on a publié également un document sur le site Bleu Blanc Cœur sur les bienfaits en fait, des oméga 3 et des produits Bleu Blanc Cœur. Et on s'est appuyé sur cette étude. Et c'est vrai que les bénéfices sont indéniables sur la santé des futures mamans et des enfants et aussi des mamans allaitantes. Donc, cette volonté de prendre soin de la santé, elle ressort vraiment dans cette démarche-là. Et on ne peut qu'encourager et se dire que, en tant que consommateur, on sera gagnant et pour notre santé. Et aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que les produits Bleu Blanc Cœur ont aussi un goût qui est agréable. Et donc, parler de santé uniquement, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu creux. Mais se dire que, voilà, on travaille aussi avec des métiers de bouche, avec des restaurateurs, avec des personnes de la restauration collective, c'est se dire aussi que, on va avoir des recettes qui vont être appétissantes. Et donc, c'est des produits qui sont aussi faciles à consommer, qui se tiennent bien. Et donc, on est vraiment gagnant et gustativement et pour notre santé. Merci beaucoup, Marie-Colette. On va en profiter pour laisser la parole à Jean-Christophe Lullier. Quand on est représentant d'une coopérative de grande distribution comme ça, comment est-ce que vous accompagnez les consommateurs justement au bien manger ? C'est notre rôle, c'est un rôle sociétal.
C'est un rôle qui prend du temps. Il faut former, informer, former, informer. Donc c'est très long. Pour nous, il se fait à deux niveaux. Au niveau des magasins, parce qu'on est une coopérative de magasins, donc de commerçants indépendants, donc ils ont un rôle très fort au niveau territorial. Ils connaissent très bien leurs clients, donc ils savent très bien leur parler. Donc c'est le premier point. Et ce rôle des magasins, il se fait aussi dans l'offre, parce que certains magasins ont joué complètement l'offre bleu blanc cœur. Hyper Rue de Guichin, 100% de son offre en boucherie et bleu blanc cœur. Donc ces gens-là sont capables d'expliquer à leurs clients pourquoi ils ont fait ces choix. Et deuxièmement, c'est eux qui savent aussi le mieux communiquer à nos clients. On leur a donné, cette année, en 2024, on a testé des nouvelles affiches, des totems. Là, le Super U de Maran a testé ces informations. Donc, comment, en fait, mettre en avant les valeurs à travers notre marque, les valeurs qui sont portées, notamment au bleu blanc cœur. Et puis, il y a aussi un outil qui est très prisé par nos magasins, c'est la page Facebook. Donc là, il y a beaucoup de communication. Donc là, c'est tout le rôle des indépendants. Donc, ils ont beaucoup de proximité avec les clients. Ils savent très bien expliquer. Et donc, ça, c'est le premier point, on va dire, le premier étage de la fusée. Le deuxième, il est au niveau de la coopérative, au niveau national. C'est-à-dire qu'on donne les moyens à nos magasins de communiquer, notamment autour de notre slogan, des valeurs fortes et des prix bas. Mais, on met en place toute une série de classiques en fait, de communication, pub télé, pub radio, presse. Il y a aussi tous les réseaux sociaux. Donc là, il y a une série de pubs télé qui va arriver, qui va mettre en avant effectivement nos valeurs et nos valeurs ajoutées, notamment bleu blanc cœur sur nos produits U. Mais aussi sur les réseaux sociaux, on fait appel à des influenceurs avec chacun une spécificité, et notamment sur le bien manger. Donc on va vraiment cibler les jeunes parce qu'il y a quand même de l'éducation à faire et il faut prendre, il n'y a pas seulement nos clients, mais aussi tous les jeunes. Et le dernier point qu'on a testé, ça, je trouve ça très intéressant, c'est on a sur le drive, donc sur le course U, c'est le rayon bleu blanc cœur. C'est un rayon spécifique, donc vous avez un rayon bio, vous avez un rayon, le rayon entretien, vous avez un rayon petit prix, et puis vous avez un rayon bleu blanc cœur. Et donc ça, je trouve ça très fort parce que ça permet deux choses. Le premier, pour les clients qui ont l'habitude de bleu blanc cœur, ils vont rentrer dans le rayon et après ils vont découvrir le reste de la gamme. Donc ça va montrer la largeur d'offre et montrer aux clients qui sont déjà adeptes de la démarche, qui peuvent acheter des produits, mais aussi il y a quelques marques nationales, donc ça va faire boule de neige. Et puis surtout, pour les clients qui ne connaissent pas du tout bleu blanc cœur, quand ils vont arriver sur notre drive, ils vont faire « Tiens, il y a un rayon bleu blanc cœur, c'est quoi ?» Donc ils vont rentrer dans ce rayon, ils vont voir qu'il y a toute une largeur d'offres intéressante et après ils vont aller plus loin, ils vont se sensibiliser. Et ça va être très intéressant à suivre dans le temps parce que c'est un des moyens aussi pour nous d'élargir la démarche et de convaincre de plus en plus de clients. Oui, parce qu'en plus de ça, vous avez proposé même des menus en bleu blanc cœur, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il faut refaire il faut être commerçant. Donc, il y a le classique, il y a les menus, il y a l'animation, il y a l'offre, la largeur d'offre, parce qu'il faut rendre visible la démarche bleu blanc cœur. Il faut la rendre attractive, on l'a vu en termes de prix aussi. Donc, toute une démarche. Et après, il faut expérimenter beaucoup. Et après, on en sort le meilleur. Pour l'instant, vous n'avez pas encore de retour. Ça a vu le jour il y a quelques jours à peine. Oui, tout à fait. Et puis, surtout, toutes nos campagnes Drive, c'est les premiers tests 2024. Donc, 2025 va être aussi une année où on se dit, tiens, on a un peu bousculé certaines choses et on va voir les résultats. Merci beaucoup. On va passer à votre voisin Pascal Novak pour Terea, votre entreprise qui travaille dans les filières d'élevage. Comment aidez-vous justement les producteurs à intégrer des pratiques plus durables ? Alors, d'une part, en quelques mots, ce qu'est Terea aujourd'hui. Terea, c'est une entreprise qui est jeune, qui trace son sillon depuis 36 ans, mais son grand développement date des 4 dernières années. Si vous voulez, la philosophie de Terea, c'est la valorisation des territoires et la proximité entre des producteurs et des distributeurs. Et autour d'un schéma qui est très simple, comment est-ce qu'on peut concilier la valorisation de l'herbe, les races de vaches allaitantes et les attentes consommateurs. Donc autour de ces trois schémas, le modèle qui est construit autour d'une archipel de PME, mais complètement ancré dans les territoires, s'est construit progressivement sur une proximité avec les producteurs. Et cette proximité, elle se traduit aujourd'hui dans différents modèles de contractualisation, mais toujours autour d'une idée simple, c'est pérenniser les modèles.
Donc il n'y a pas de logique d'opportunité, il n'y a pas de logique de... En fait, l'originalité et la grande innovation de Terea dans la relation avec les producteurs, c'est la contractualisation pluriannuelle, avec des révisions de prix en permanence. On vit actuellement un phénomène qui est assez compliqué à gérer, hein, vous le savez bien chez les distributeurs, avec une montée des prix importante. Mais toujours est-il que cette négociation aujourd'hui, elle ne se construit pas sur un prix bloqué. Elle se construit sur un prix, une rémunération, dont des bonus sont mis en place pour les éleveurs qui s'engagent dans la démarche de qualité, et notamment celle de Blanquer. Vous avez lancé notamment des travaux pour impulser le calcul de la qualité des sols, des fourrages et des impacts. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors ça, c'est une idée qui nous taraude depuis pas mal de temps chez Terea. Le modèle de production Terea est basé sur la valorisation de l'herbe. Les prairies, par principe, c'est sans doute le meilleur réservoir de biodiversité. J'ai souvent pour habitude de dire que beaucoup de personnes s'intéressent sur ce qui se voit au-dessus, les arbres, les haies, la faune, la flore. Par contre, tout ça, ça n'existe que parce qu'il y a un dessous qui est très opérationnel et très efficace. Donc l'idée que l'on a aujourd'hui, c'est autour de la valorisation de ces modèles basés sur l'herbe, c'est d'essayer de caractériser toutes les aménités positives qu'amène la préservation des prairies permanentes. Et tout le modèle qui se construit autour des 5 abattoirs proches de Terea sont basés sur l'herbe et sur le maintien de cette biodiversité du sol. Oui, merci, parce que c'est l'occasion aussi de parler de la table ronde de vendredi prochain, à laquelle on invite Marc-André Sellos, qui justement parlera aussi de tout l'écosystème bactérien qu'il y a dans le sol. 5 tonnes, en tout cas, c'est un monde un peu inconnu, mais finalement, cet écosystème bactérien dans le sol, on parlait de santé avec Gaël, tout part du sol, le sol nourrit la plante nourrit le sol, et puis finalement, ça peut se mesurer dans le bovin qui vont servir à faire de la prévention santé. Donc c'est une très belle histoire et un projet passionnant sur lequel on va vous suivre et vous accompagner. Je vous en remercie une nouvelle fois. Alors c'est aussi une forme de réponse par rapport à votre question tout à l'heure sur le consommateur n'est pas prêt à payer plus pour manger mieux. En fait, je pense que la question, elle n'est pas de payer plus pour manger mieux, elle est de comprendre, quand je paye tel prix, qu'est-ce que je permets de garantir sur un sol et sur un territoire. Et le discours de demain, ce ne sera pas de dire ça vous coûte plus cher. C'est pour ce prix-là, voilà ce que vous amenez en plus. Oui, oui, tout à fait. C'est un petit peu ce qui se passe chez vous, Hervé Corbin. Les gens aiment la tradition, ils viennent chez vous pour la tradition et ils mettent le prix. Et justement, tradition et innovation, comment vous arrivez à lier tout ça pour apporter ces nouvelles valeurs ? Ces grandes valeurs de durabilité. Bonjour Hervé. Donc, je représente la crêperie Jarnoux. La crêperie Jarnoux, c'est une PME familiale qui a démarré en 1982. Donc d'abord dans des petits volumes et puis on a accompagné la croissance autour de la crêpe et de la galette avec des nouveaux produits qui sont adaptés aux nouveaux besoins des consommateurs. Et notre ambition en grandissant, ça a toujours été à la fois de sourcer en local, d'apporter des filières, structurer des filières, d'apporter de la valeur ajoutée auprès de nos agriculteurs en les faisant par exemple migrer sur Bleu Blanquer. On a su transmettre ce message-là et aujourd'hui on en bénéficie et eux aussi également. On a on est dans une démarche RSE également qui permet de prendre toute la largeur des besoins pour faire progresser l'entreprise. Et on mesure aujourd'hui l'ensemble de notre impact au niveau sociétal et environnemental. Alors, ce qu'on est assez fier aujourd'hui, c'est quand même d'avoir grandi de façon importante et d'avoir su faire accompagner en cherchant des nouveaux volumes, des nouvelles filières. Et aujourd'hui, sur tout ce qu'on a fait, on a des bons retours. Voilà. Oui, puis comme on est sur une table ronde de durabilité, c'est vrai qu'aussi la crêperie Jarnoux, c'est un engagement dans le temps, notamment sur la démarche Bleu Blanquer. Et vous êtes à animer un projet avec des fortes convictions, faisant travailler le tissu local. Ça résonne avec ce que disait Gaël, ce que vous disiez par rapport à la durabilité, l'acceptabilité consommateur. Donc c'est vrai que c'est une très belle expérience. Cette notion de temps long, c'est primordial. On reste avec nos fournisseurs, on les fait évoluer. Si on les a choisis, c'est parce qu'ils pensent à peu près comme nous et on les fait partager
les démarches vertueuses dans tout le sens. On est également en agri-éthique sur beaucoup de dossiers. Voilà. Merci beaucoup. Thierry Villégier, tout à l'heure, lorsque je vous ai présenté, j'ai parlé tout de suite de la nouvelle agriculture et justement, il y a ce lien. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le lien entre Terrena, la nouvelle agriculture ? Bonjour à tout le monde. Effectivement, la nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs, c'est la marque des agriculteurs de Terrena, agriculteurs d'une coopérative de l'ouest de la France. Et pour bien comprendre cette démarche, il faut revenir un petit peu en arrière. Revenir en arrière, en 2008, pour les plus anciens, c'est le Grenelle de l'environnement. C'est les faucheurs de champs OGM et les agriculteurs de Terrena, à ce moment-là, se sont posé la question de leur raison d'être. Ils sont réfléchis au travers de plus de 30 000 enquêtes, tables rondes, etc. Et à l'unanimité, ils ont répondu qu'ils souhaitaient s'engager dans une agriculture plus durable autour de la diminution des intrants, autour de la suppression des OGM, de la démédication et également du nutritionnellement bon. Alors, les quelques années qu'on suivi ont été plutôt des années exploratoires où ils ont travaillé dans leur ferme des solutions. Et une fois les solutions trouvées, ils ont décidé de faire le lien direct avec le consommateur en lançant la marque La Nouvelle Agriculture, la marque des consommateurs, sur 4 piliers plus un engagement. Les 4 piliers, c'est un meilleur bien-être animal, des produits sans antibiotiques pour les filières carnées et une diminution des intrants chimiques pour les filières végétales. Tout ça avec une meilleure rémunération et une volonté que ces produits soient nutritionnellement bons, meilleurs. Et de là, la décision de s'adosser à Bleu Blanc-Cœur, les experts de cette notion de nutrition que les agriculteurs ne maîtrisaient pas forcément. On a lancé à ce moment-là le lapin, première filière, puis le porc, puis le bœuf, puis la volaille, les œufs, les petits derniers et la farine en végétal. Et aujourd'hui, ça marche. C'est plus de 100 références en distribution, en partenariat également avec la coopérative U. Nos amis de Kantar ont fait un baromètre l'année dernière pour évaluer les 10 marques qui n'existaient pas il y a 10 ans. Tout rayon confondu, et la Nouvelle Agriculture est la deuxième marque la plus vendue, tout rayon confondu, dans les marques qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc on en est vraiment très très fiers. Et BBC joue en plein son rôle dans la promesse. Et ma collègue de gauche disait attention au greenwashing. Nous, à chaque fois qu'on interroge le consommateur, il nous répond la Nouvelle Agriculture, j'ai confiance, c'est des vrais agriculteurs. Ils ne me racontent pas la messe. Donc c'est extrêmement solide. Et c'est extrêmement solide parce qu'on a un engagement majeur qui est de faire que ces produits-là restent accessibles à tous. Et j'en terminerai avec ça. Toute cette démarche-là, elle a été bornée par un objectif de prix, ne pas dépasser 10 à 15% plus cher que le produit standard du marché. Et en faisant ça, on a des consommateurs qui sont prêts à payer ces 10% pour manger mieux. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, on l'a bien compris, vous avez consolidé du coup le partenariat avec vos éleveurs et notamment l'approche auprès de Bleu Blanc-Cœur. Pour ils vous en parlent de manière assez fréquente. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus qu'un partenariat puisque les éleveurs sont des actionnaires, on est coopératif, c'est nos patrons. Et effectivement, toutes ces filières différenciées aujourd'hui, au niveau de la nutrition animale, on s'associe à Bleu Blanc-Cœur, on a des programmes de nutrition animale pour sortir des produits nutritionnellement meilleurs. Merci beaucoup. Alors une question qui va s'adresser à toutes et tous, est-ce qu'on peut en faire un petit tour de table? Comment est-ce qu'on peut inciter davantage d'acteurs à prendre part à cette dynamique justement aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à ça? Oui. Je pense qu'il faut que toute la chaîne de valeur se mobilise. Ça c'est important. Je pense qu'on est en transition. Tout le monde en parle. Et la transition, je trouve que maintenant, elle est plus individuelle. Ce n'est pas chaque entreprise séparée qui doit avoir son propre action. Si on veut vraiment avoir une action qui touche le client au niveau du bien manger, de la santé, comme votre slogan, pour la terre, pour les hommes, pour l'environnement, il faut qu'on soit tous alignés, il faut qu'on travaille en collectif. Et donc ça, c'est un peu nouveau, mais je suis sûr, je suis persuadé, je suis même convaincu qu'on y arrivera justement de l'amont,
Donc on en a parlé hein, avec l'exemple avec Terena, mais jusqu'au consommateur, qu'on se rejoigne et qu'on réponde à ses attentes, parce que sans ça, ça va être très très compliqué. Et oui, et comment sensibiliser justement les consommateurs? Marie-Colette, tu veux rajouter quelque chose certainement? Oui, à propos de la sensibilisation. Je trouve que votre démarche est très intéressante parce que c'est vrai que pour que ça descende jusqu'au consommateur, la dimension pédagogique, la dimension ludique, donner de la visibilité, aller sur des outils qui sont très utilisés comme les réseaux sociaux, ça peut être aussi une approche qui est vivante et qui fait aussi une démarche d'aller vers. Parce que c'est vrai que souvent on raisonne en silo, on est spécialiste dans son domaine et on a tendance à oublier que finalement la personne en face ne connaît pas notre domaine. Donc être dans une démarche collaborative et être aussi sur une approche pédagogique avec les réseaux sociaux, avec des collaborations, des partenariats, avec des professionnels de santé par exemple, ça peut aussi permettre de diffuser le message plus largement en ayant des interlocuteurs différents qui vont avoir un message et une approche qui vont concorder aussi. Merci. Après, juste pour commenter, puis peut-être passer la parole aux différents intervenants, mais vous avez parlé de démarche collective, et c'est forcément ça résonne chez Bleu Blanc Cœur parce que c'est une aventure collective. Finalement, le collectif est plus fort que tous les enjeux, notamment le contexte économique, les tensions, parce qu'on traverse des périodes des fois de haut, de bas, et finalement, cette démarche collective, c'est ce qui permet d'être résilient dans le long terme, c'est ça en fait, hein, ce que j'entends. Alors, vous savez, si je prends l'exemple de Teria, pour le collectif de Teria, c'est une raison d'être. On ne vit pas sans nos fournisseurs et on n'est pas dans un modèle de prédation. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle de contractualisation sur le moyen long terme. Donc évidemment, le collectif, c'est la base du raisonnement et c'est complètement ancré dans la culture de Teria. Mais pour revenir à votre question sur comment est-ce qu'on peut intégrer davantage de personnes dans la filière, on vit un moment très particulier aujourd'hui dans la culture. C'est cette fameuse vague de départ à la retraite. En grande culture, ce ne sera pas un problème. En élevage, ça va être un problème gigantesque. L'idée que l'on souhaite continuer à développer au sein de Teria, c'est faire comprendre que la qualité passe par l'herbe. Et ce modèle de préservation d'un élevage à l'herbe, ça doit être aussi le moyen à beaucoup de distributeurs, au-delà de ceux qui en travaillent, de continuer à se dire mais on peut consommer de la viande bovine, respecter l'environnement et gérer un certain nombre de valeurs collectives de maintien d'une biodiversité sur un territoire. Et c'est peut-être par là où on arrivera certainement à faire entrer beaucoup plus de personnes dans la démarche. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose autour de cette table avant de conclure? Non, le dernier mot que je viens d'entendre, c'était valeur, et je l'ai entendu effectivement répéter à maintes reprises. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire c'est remontrer, redonner de la valeur à notre alimentation, ce qui permettrait effectivement aux consommateurs aussi d'accepter de payer ce petit supplément pour une qualité supérieure, pour des produits qui leur garantissent une meilleure santé, une meilleure durabilité, etc. Donc cette notion de valeur, elle est vraiment cruciale. Donc il y a tout un travail de pédagogie, on l'a déjà évoqué, autour de c'est quoi notre alimentation. Oui, ce qui a de la valeur ne se jette pas. Donc je pense que ça, c'est vraiment crucial. Merci. Thierry. Peut-être juste un mot, et ça doit nous donner confiance, nous qui sommes engagés justement dans le collectif, c'est qu'aujourd'hui le consommateur il est de plus en plus averti, il a de plus en plus de moyens de s'informer, et le greenwashing ne passe plus. Il faut apporter des preuves, il faut du sérieux, et je crois que ça nous sert tous autour de la table collectivement, le fait de cette exigence de sérieux du consommateur. Voilà, merci beaucoup. Vous l'avez compris. Les mesures sont prises, les amis, devenez des consommateurs. On a besoin de vous. Allez, bon appétit en Bleu Blanc Cœur. Merci à toutes et à tous. Nous allons procéder à la photo, s'il vous plaît, restez ici.